va commencer. Bonsoir, bienvenue donc pour cette nouvelle rencontre organisée par l'Université populaire d'Amiens et le CURAP, qui est un laboratoire de l'université. Alors vous allez assister à une soirée, je vais dire, un petit peu particulière ce soir, bon, puisque c'est assez inhabituel que nous fassions d'abord une table ronde, bien, et ensuite vous pouvez tout de suite remarquer que la table ronde est un peu restreinte, alors pour des raisons que je vais vous expliquer. D'abord, il y a un problème de train pour notre conférencière, il y a 45 minutes de retard, donc malheureusement elle ne peut pas être à l'heure, et c'est celui qui est allé la chercher, c'est le modérateur Pascal Depape. Donc vous voyez... Deporter, pardon. Pascal Deporter. Pascal Depape est déjà venu chez nous, c'est un archéologue. Bon, voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, nous sommes ici, j'ai à côté de moi, donc, bien sûr, Mme Becker, bon, qui était une ancienne, comme on dit maintenant, on dit comme ça, on dit ex-Goodyear, mais qui a participé aux luttes syndicales, qui avait des responsabilités syndicales, mais elle vous en parlera tout à l'heure, c'est pas moi qui vais le faire. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais peut-être présenter tout de suite la conférencière, comme ça, quand elle arrivera, écoutez, elle n'aura qu'à prendre la parole. Hein. Alors, il s'agit de Sophie Bérou. Alors, Sophie Bérou est une politiste qui est spécialisée dans la sociologie politique et le syndicalisme. Elle est professeure des universités et elle enseigne en ce moment à l'université Lumière Lyon 3. Voilà. Alors, certains enseignants universitaires à niveau à la connaissent, parce que je crois qu'elle a fait un séjour à Amiens, donc ce n'est pas pour elle une terre inconnue. Elle a écrit plusieurs ouvrages, bien entendu, je cite, hein, en 2016, un ouvrage collectif, Enquête des classes populaires, un essai politique. La notion, effectivement, de classe populaire, peut-on a-t-elle encore un sens, etc. En 2018, Politique du syndicalisme, perspective française. Et en 2021, donc un livre tout récent, je crois que vous l'avez, il est en vente ici, vous savez que nous mettons les ouvrages en vente grâce à la librairie du Labyrinthe, qui est notre libraire partenaire. Donc les livres sont là, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter et même le faire dédicacer, quand bien sûr Sophie Bérou sera là. Alors, les luttes, les possibles d'un syndicalisme de contestation. Avec le titre, je crois, ça va faire l'objet aussi de beaucoup de discussions. Bien, alors, pourquoi bien sûr ici faire cette table ronde sur le syndicalisme? Bien, je rappelle qu'elle fait partie pour l'Université populaire d'un cycle que nous avons appelé les métamorphoses de la classe ouvrière. Et c'est la troisième, effectivement, donc ici, séance consacrée à ce thème. Nous avons eu le premier thème vu sur la commune. On n'a pas pu, en 21, nous avons bien sûr commémoré la commune de Paris. Nous avons fait la commune des pas mortes avec une historienne Dantini, bien. Et en 1893, très récemment, oui, nous avons eu une conférence qui a été prononcée par Louis Pesdou, qui est dans la salle d'ailleurs, 1893, un tournant à l'usine Cosra. Bien, donc ici c'est la troisième séquence de ce cycle. Bon, alors, pourquoi bien sûr avoir choisi de faire une table ronde sur le syndicalisme? Bon, tout simplement on peut partir d'un certain constat qui est une baisse de la syndicalisation, ça c'est un fait. Hein. Je suis allé chercher quelques chiffres, je vois qu'en France il n'y a que 8,8% de salariés qui sont syndiqués, eh bien, alors que nous en avons en Allemagne 16%, c'est pas beaucoup non plus. Hein. Il n'y a que la Belgique qui apparemment s'en tire bien avec 50%. Bon, il y a plus aussi, mais c'est beaucoup plus éloigné. Bon. Mais attention, malgré ça, nous connaissons une certaine recrudescence des luttes syndicales. Il y a là donc peut-être un petit paradoxe qui pourra faire l'objet d'une discussion. Alors bien entendu, ensuite, pourquoi avoir voulu prendre comme exemple Goodyear et Whirlpool? Whirlpool, je précise qu'il devait y avoir aussi un syndicaliste de Whirlpool, mais au dernier moment, il n'a pas pu venir. Donc vous voyez que seul ici, Goodyear
sera représenté et bien représenté. Voilà. Alors, tout simplement, bien entendu, Goodyear et Whirlpool, on aurait pu parler aussi des Conti, continentales, bien sûr. C'est Amiens, c'est nous, donc c'est nous. Mais on avait déjà fait une conférence, à la Maison du Théâtre sur les Conti. Oui, exact. Bon, mais bien entendu, ces luttes-là ont été très médiatisées et surtout, ils ont été un symbole, d'une part, de la désindustrialisation et on sait Whirlpool de la délocalisation, puisque c'était délocalisé en Pologne, voilà. Bon, alors, il y a eu également, je parlais d'une politisation, bon, on se rappelle, n'est-ce pas, que Hollande, c'est en 2011, bien qu'on va sans doute en parler, en 2011, est allé sur le parking de l'usine Goodyear. Bon, tu en parleras, tu nous diras ce qui n'en est pas arrivé. Il y a eu également, on se rappelle bien, le déplacement du candidat Macron qui est allé à Whirlpool, et vous savez qu'il y a eu un croisé là avec Madame Le Pen, il y a eu comme un duel, comme une volonté de récupérer effectivement ces luttes. Alors il y a eu d'autres, si vous voyez des photos, vous aurez d'autres hommes, regardez, vous en avez un là, vous voyez, homme politique qui a voulu, dans le fond, comment dirais-je, on pourra discuter, est-ce que c'était récupéré, est-ce que c'était, comment dire, aidé, bon, tout ça, tu seras mieux placé que moi pour en parler. Ah oui, j'ai oublié de présenter, j'ai dit que je présentais donc les absents ici, Deporter, Pascal Deporter, qui est le modérateur, c'est lui qui devrait ici, vous voyez, presque être à ma place, c'est bien le modérateur. Alors Pascal Deporter, il est maître de conférence en sociologie à l'UPJV, il est bien sûr membre du laboratoire CURAP, qui est je donne quand même, c'est des acronymes en général, on n'aime pas, je donne le titre exact, c'est le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et le politique. Il y a plusieurs ici, je crois, universitaires qui font partie de ce laboratoire. Alors, son domaine de recherche sont les classes ouvrières et populaires, les mouvements sociaux, le travail, l'emploi et la reconversion professionnelle. Bon, et je tiens à préciser que c'est sur son initiative que cette rencontre a lieu. C'est lui qui a proposé ce thème et cette rencontre. Voilà. Alors, bon, Goodyear, je vais seulement me contenter de donner, mais après je te laisserai la parole, de donner juste quelques dates. La fermeture, nous savons que c'est en 2014, janvier 2014. Bien. Alors, là, j'ai une fermeture, je crois qu'on ne se représente pas toujours ce que ça peut signifier. J'ai trouvé une citation de Michael Wamen, qui fut l'un des leaders de la lutte, donc tu as très bien connu. Voici ce qu'il dit: une fermeture d'usine, c'est pour ceux ou celles qui la subissent une violence absolue. Surtout quand il y a absolument aucune justification économique et que l'acharnement du groupe a laissé des traces à tout jamais. Voilà ce que dit donc Michael Wamen. Bon, je tiens tout de suite à dire que ce ne sont pas simplement des mots d'un syndicaliste un peu exalté, etc. Je rappellerai deux choses. Après cette fermeture, cette liquidation, il y a quand même eu des suicides, tu en parleras sans doute, le nombre de divorces, bien, vous voyez que c'est quand même une grande souffrance. Bon, et pour donner le deuxième précision, en août 2020, c'est là où va se terminer, effectivement, on peut dire, effectivement, cette lutte qui a duré finalement de 2007, je crois, donc à 2020, ça veut dire pratiquement 13 ans, et bien, en août 2020, lorsqu'il y aura le jugement du prud'homal, eh bien, les Goodyear ont raison, on dira effectivement, reconnaîtra que c'était un licenciement abusif, non justifié pour des raisons économiques. Il y aura, d'ailleurs, on pourra discuter de la manière dont effectivement ce mouvement syndical a été géré, managé, comme on dit, pour parler d'un langage moderne, par à la fois, bien entendu, l'entreprise, bien, et par groupe, donc, et peut-être aussi par les syndicalistes. Alors, je terminerai par te citer, tu vois. Bon, voilà. Après
cette victoire, ce qu'il dit, on pourra discuter, s'agit-il d'une victoire après tout ce qu'il y a eu comme désastre, c'est une victoire qui nous rend notre dignité face à une multinationale qui nous a méprisés. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, alors, je crois qu'on peut maintenant, peut-être, je vais s'interroger, n'est-ce pas, la première piste, mais peut-être que tu te présenter d'abord. Je crois que c'est mieux hein, que tu te présentes. Je ne l'ai pas fait, hein, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai jamais pu servir par soi-même. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente, donc Evelyne Becker, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'usine Goodyear. J'ai été élue syndicale et en fait ce que je dis toujours c'est que les patrons ont les syndicalistes qu'ils méritent parce que quand je suis arrivée je n'imaginais pas militer même si j'étais proche du syndicat CGT et en fait c'est parce qu'ils m'ont mise au placard que je me suis rebellée et qu'en fin de compte je me suis impliquée et que j'ai voulu que les choses changent dans cette entreprise. Alors, effectivement, le combat, il a commencé en 2007, mais déjà avant, il y avait des signes avant-coureurs. Il y a cette stratégie qui est commune à beaucoup de grands groupes industriels, qui est une lente mise à mort. Et chez Goodyear, la mise à mort, elle a commencé par une baisse de la production. Et donc, des conséquences graves, au final, sur la santé des travailleurs, puisque de la même manière qu'on peut parler burn-out, je cherchais, il y a également le bore-out, qui est bore en anglais qui veut dire ennui, et avec des salariés qui venaient travailler et qui n'avaient pas de tâches à accomplir ou très peu. Et on n'est pas fait pour aller travailler, pour n'avoir rien à faire à son poste de travail. Donc il y a eu des conséquences assez importantes. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, parce que nous étions à une réunion de CHSCT, et il y a le représentant de la direction qui dit dans les vestiaires, c'est plus possible, parce que vu que les salariés n'ont rien à faire, ils prennent les portes des vestiaires pour jouer aux cartes. Et donc, on va commander des tables pour qu'ils puissent jouer aux cartes. Et c'est pas des tables qu'il faut commander, c'est du boulot qu'il faut donner, quoi. Donc, ils accompagnent, parce qu'en fait, c'est ça leur projet, c'est quoi? C'est de pousser les gens à s'en aller, parce que c'est trop dur, et puis surtout, faire en sorte que ça ferme pour pouvoir délocaliser. Donc, il y a eu toute cette période-là où les salariés se sont sentis vraiment pris à la gorge parce qu'il y avait cette épée de Damoclès. On savait qu'il y avait une baisse de production qui était de plus en plus importante et on savait qu'au final, il allait y avoir des annonces graves pour l'emploi. Et c'est ce qui s'est passé en 2007 où il a été annoncé dans un premier temps une fermeture du secteur tourisme avec le maintien du secteur agraire étant les pneus agricoles. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis, quand Francis parlait de conséquences graves à la fermeture, effectivement, quand l'usine a fermé, il y a eu... parce qu'en fait, le travail ensemble dans cette usine, c'est pas uniquement d'aller bosser pour gagner sa vie, c'est aussi des équipes et une cohésion et une force ensemble. Et c'est ce qui a fait que cette lutte elle a pu durer longtemps. Et quand il y a eu cette lutte de tant d'années, quand au final tout s'arrête, c'est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe pour le porte-monnaie bien sûr parce qu'on n'a plus de travail, mais c'est aussi une catastrophe sociale et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des divorces, des suicides et malheureusement des maladies aussi qui se sont déclenchées par la suite. Après, je ne sais plus sur quel sujet... Écoute, ce qu'on pourrait lancer comme débat aussi, il peut y avoir des interventions de la salle, c'est comment finalement cette résistance s'est mise en place. Comment effectivement, avec le rôle du syndicat, est-ce que ce syndicat était très bien représenté? D'ailleurs, on a parlé ici de la faible syndicalisation en France, qu'en était-il chez Goodyear?
Bon. Alors, il n'y a pas que le taux de syndication, mais aussi l'action. Il y a aussi, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi le résultat dans les urnes, et effectivement, le fait que ce syndicat-là soit fort chez Goodyear, avec un taux de 87% des élections avant la fermeture pour la CGT, c'était aussi une présence de tous les instants. C'est-à-dire qu'il y a cette présence, et il y a également le faire ensemble. C'est-à-dire que c'était pas le syndicat qui annonçait bon ben voilà, l'action on va la mener de telle façon et puis la lutte on va la mener de telle façon. Non, c'était ensemble qu'on prenait les décisions. Donc je pense que c'est ça, et s'il y avait des désaccords, ben, on arrive toujours malgré tout à continuer dans l'action. Et puis il y avait une fierté, alors peut-être que dans toutes les entreprises c'est comme ça, mais il y avait une fierté d'appartenir à cette usine avec des conditions de travail quand même très difficiles qui faisaient qu'il y avait une cohésion, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une solidarité. Et s'il y en avait un qui avait un problème, eh bien, tout le monde s'arrêtait pour l'aider. Donc il y avait vraiment, et c'est pour ça qu'il y avait un tel résultat aux élections. Et puis la lutte, en fait, c'était ce qu'on s'est dit nous au niveau du syndicat, c'était il n'y a pas de fatalité. Tant qu'on n'a pas épuisé tous les recours, tant qu'on n'a pas mis en place toutes les actions possibles et imaginables, eh bien on ne pourra pas se dire que tout a été fait. Enfin, bon, c'est peut-être la palissade, mais en tout cas, il n'y a pas de fatalité, il faut qu'on continue. Et puis, c'est comme cela qu'on a pu mettre en place des actions fortes, comme les dizaines de cars pour aller lors du premier CCE. Alors CCE, je ne sais pas, aujourd'hui je pense que ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est le comité central d'entreprise qui regroupait tous les CE du groupe en France. Et c'était ce jour où devait être faite l'annonce de la fermeture de l'usine, et où tous les salariés sont venus en masse pour soutenir et pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. On a vu ce jour-là aussi des politiques venir, il y a une soif des politiques de venir récupérer la colère des salariés qui sont en lutte, et cette soif-là, eh bien, elle est malheureusement sans garantie, puisque on parlait tout à l'heure de la venue de François Hollande, on se rappelle aussi de la venue de Arnaud Montebourg à Amiens, mais Arnaud Montebourg aussi à Florange avec ses croissants. Enfin, il y a à Amiens, quand François Hollande est venu, il a dit cette phrase très intéressante. Il était à l'époque, c'était pendant les élections primaires, et il a dit je légiférerai afin qu'il n'y ait plus de licenciements boursiers. Et puis, une fois élu, alors nous, on s'est dit, c'est bien, enfin, quelqu'un qui prend en compte notre souffrance, et parce que la souffrance, elle vient du fait que, effectivement, un groupe comme Goodyear, qui fait des milliards de bénéfices, et qui se permet de fermer une usine et de mettre des milliers de personnes sur le carreau, eh bien, lui, il arrive tel un sauveur, et il dit, moi, élu, je légiférerai contre les licenciements boursiers. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est élu? Eh bien, il ne légifère pas, enfin, il ne présente aucune loi, et au contraire, il met en place le CICE. Alors le CICE, c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et en 2014, l'année de la fermeture de l'usine Goodyear Amiens Nord, parce qu'il y avait Goodyear Amiens Nord et puis l'usine Amiens Sud qui était Dunlop, mais qui aujourd'hui maintenant s'appelle Goodyear. Et donc Amiens Nord avait fermé en 2014, et là, le CICE, Goodyear touche du CICE plusieurs millions d'euros. Donc un groupe qui vient de mettre plus de 1200 familles sur le carreau touche plusieurs millions d'euros du gouvernement sans aucune contrepartie. Oui, parce qu'à l'origine, c'est ça, il y avait le principe était que les entreprises étaient aidées à condition qu'il y ait effectivement une contrepartie qui était l'embauche ou maintien d'emploi. Mais la contrepartie, elle aurait pu être pour l'usine Dunlop. Oui, oui. Sauf que on comprend mal comment nos impôts peuvent servir à un groupe qui met dehors qui met des gens à la rue, quoi. Donc c'était ça. Et on a encore l'exemple,
il y a quelques jours, le groupe Vallourec, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dans le Nord, qui vient alors j'avais noté qu'il va 320 postes qui vont être supprimés en France, donc dont 250 dans le Nord, et ce groupe-là délocalise au Brésil et en Chine, et en 2021, la BPI, puisque la France elle est actionnaire à 2,3% de ce groupe, en 2021, la BPI avait accordé un prêt de 260 millions d'euros. Donc, et aujourd'hui, ils vont supprimer 320 postes. Donc, il y a toutes ces aides publiques qui servent en fait à enrichir des groupes privés. Et de la même manière, quand Castex est venu il y a quelques semaines, il est venu chez Goodyear pour donner, alors au départ il avait dit au total ça ferait près de 50 millions, et au final je crois qu'il n'y a que 10 millions, mais peu importe, on ne peut pas, comment on peut aujourd'hui se dire en dehors du fait que on pourrait espérer que maintenir l'usine, comment on peut pour un groupe qui fait encore du bénéfice, un groupe qui, sur le trottoir d'en face, a mis KO toutes ses familles, comment encore Castex peut aujourd'hui venir, enfin pouvait, puisque aujourd'hui il est parti, venir pour donner nos impôts à un groupe qui fait que du bénéfice, qui fait d'énormes bénéfices après impôts. Donc voilà, il y a toute cette colère, parce que en fait, quand on ne met pas bout à bout toutes ces informations, on peut ne pas trop comprendre pourquoi, par exemple, certaines entreprises refusent une reprise par un autre groupe, ou se battent pour maintenir leur boulot dans le contexte dans lequel ils se trouvent. C'est ce qu'on a pu entendre parfois quand Titan est venu pour reprendre uniquement la partie agraire. C'est ce qu'on a pu entendre de certains, de dire oui mais bon, vous allez empêcher la venue de Titan et vous allez empêcher le maintien de 400 emplois. Au départ c'était 400, puis après ça a été 300, puis après ça a été 200. Et on en fait quoi des 800 autres? Des 800 autres plutôt? On en fait quoi? On ne peut pas combattre comment dire, l'évasion fiscale, le dumping social, enfin toutes ces actions qui sont faites par des grands groupes pour faire le plus d'argent possible. On ne peut pas les combattre si on se dit bon bah écoutez, vous nous avez fait du mal mais c'est pas grave, on parlera à nos 800 collègues et puis on leur dira bah oui mais bon nous on reste, c'est pas grave. Enfin, à un moment donné on se bat pour tout le monde, on ne se bat pas pour une petite partie. Et puis si on pensait, je pense que c'est cette année de lutte, et là je vois un camarade de Goodyear qui est là, c'est cette année de lutte, on les a menés en espérant pouvoir maintenir l'usine ouverte. Et ça a été vraiment un déchirement quand ça s'est fermé. Et aujourd'hui, il y a des collègues qui ne peuvent même plus passer devant l'usine parce qu'elle a été rasée, tellement c'est une épreuve pour eux. Donc il y a, oui, comment la lutte elle s'enclenche. Je pense que c'est Comment ça a débuté? Comment ça a débuté? Ça a débuté en 2007, ça débute par l'annonce. Oui. Cette annonce de la direction qui dit qu'il va fermer la partie tourisme, et par la colère immédiate, parce que comment dire, les salariés étaient contents d'aller au boulot, les salariés étaient des professionnels, ils faisaient un boulot important avec des conditions de travail difficiles, malgré tout ils voulaient garder leur boulot, et là qu'on puisse dire sous prétexte de rentabilité qui était erronée, parce que la rentabilité, on était comparé aux Allemands qui n'avaient pas du tout le même mode de fonctionnement. Eh bien ils voulaient supprimer des postes. Et je crois qu'il n'y a pas de déclic, c'est tout de la même façon que ça se passait déjà bien dans l'entreprise au niveau le rapport avec les organisations syndicales.
la CGT principalement, parce que j'étais une des seules présentes, ça se passait déjà bien. C'est que même pour un petit problème de congé, de toute façon, les gens, s'il y en avait un collègue qui n'arrivait pas à avoir ses congés, l'autre il venait, le syndicat il intervenait, et du coup il y avait déjà cette cohésion-là qui existait alors même qu'il n'y avait pas de crise. Donc la crise, elle a renforcé encore plus cette solidarité et cette cohésion, et c'est ce qui a fait que la lutte a permis de perdurer. Il n'y a pas de formule magique, il y a juste, je pense, c'est ça le plus important, c'est surtout, il n'y a pas de fatalité. Il faut continuer à se battre tant qu'on peut se battre. Il me semble que ce qui a été aussi l'objet d'un conflit d'indifférence, c'est le fameux, ce qu'on appelait les 4-8. Est-ce que tu peux expliquer cela? En fait, je pense que c'était un prétexte, les 4-8. C'était, alors, les 4-8, c'est une organisation du temps de travail. L'organisation qui existait, c'était les 3-8 semaines, plus les travailleurs de week-end. Alors, les 3-8, c'est-à-dire qu'il y avait une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit. Et puis le week-end, il y avait des équipes qui faisaient une fois le matin et une fois... Ça veut dire que pour un salarié, il devait une semaine aller le matin, une semaine l'après-midi, et une semaine le week-end. Et l'autre semaine la nuit. Donc ça, c'était pour les 3-8. Il y avait les équipes de 3-8 et il y avait les équipes de week-end. Et les 4-8, en fait, c'est sur toute la semaine, avec, c'est ce qui se passe, c'est ce qui a été appliqué l'usine d'à côté. Donc c'est sur toute la semaine avec des jours non fixes et du lundi au dimanche. Donc avec 2 jours de nuit, 2 jours du matin, 2 jours de repos, 2 jours de nuit, 2 jours d'après-midi, sans journée fixe. Alors que les 3-8 et les week-ends, c'était, on savait que cette semaine-là c'était le matin, on savait que c'était l'après-midi, donc il y avait un rythme qui se met. Et de toute façon, les 4-8, on connaît aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques décennies qu'on sait les conséquences graves que cela peut avoir sur la santé. Donc effectivement, la grande majorité des salariés ont refusé cette nouvelle organisation du temps de travail. Et ça a été le prétexte pour le groupe pour dire que si vous refusez, eh bien, nous allons procéder à des suppressions de postes. Merci. On peut préciser aussi... Oui, il y a peut-être des gens qui ont déjà une réaction. Oui, c'est un ancien collègue. Oui, écoutez, j'ai oublié. Prochain micro, Carole, s'il te plaît. Oui, il faut parler très fort. Pour les syndicalistes, ça veut passer aussi sur le passage, la proposition de passer de 3-8 plus des 5 équipes aux 4 équipes. C'est que dans ce projet-là, il y avait aussi une suppression de 500 postes. Il y avait déjà un premier PSE qui sont passés de 5 équipes à 4. Donc oui, voilà. Le personnel qui était déjà amené à supprimer. Il y avait déjà un premier PSE dans ce projet-là. Oui, c'est vrai que c'est un point important. C'est que, en fait, quand je dis 3-8... Voilà. Oui, puisque quand on dit 3-8 plus les équipes de week-end, donc il y avait 3 équipes en 3-8 et 2 équipes de week-end, donc ça faisait 5 équipes. Les 4-8 ont passé à 4 équipes, donc du coup, il y avait forcément des suppressions de postes s'il y avait ce passage au 4-8. Mais il y avait, du coup, vu que ça a été refusé, ça a été encore plus, il y a eu encore plus de suppression de postes proposées par la direction. Si vous avez des questions, moi je peux encore parler longtemps de mon expérience en tant que syndicaliste pendant toutes ces années, avec des bons souvenirs, des moins bons souvenirs, avec des... Alors, Michael, quand Francis reprend la phrase de Michael et parle de mépris, il y a un réel mépris de la part de la direction. Et pour exemple, après la fermeture, il y avait comment ça s'appelait, j'ai perdu la mémoire parce que comment dire, je suis passée à autre chose et du coup c'est compliqué, je ne me rappelais plus du nom de cette réunion. Le comité de suivi. C'est le comité de suivi du plan social et en tant qu'élu on y participait et
l'usine elle a fermé en janvier 2014 et les lettres de licenciement ont commencé à être envoyées en mars 2014 et le 31 mars 2014 il y a eu un salarié qui s'est suicidé et c'est pour vous montrer le mépris mais aussi j'ai pas de mots en fait tellement c'était difficile et le salarié n'avait pas encore signé il fallait retourner pour adhérer au congé de reclassement, il fallait signer un document et le salarié n'avait pas rempli ce document-là. En fait, il a reçu sa lettre, il a dit à sa femme, il est foutu, et puis il s'est suicidé. Et donc, en réunion de comité de suivi de ce PSE, on a abordé le cas de cette personne-là, et la direction, c'est la direction qui a abordé le cas de cette personne en disant cette personne-là n'avait pas signé, mais nous allons quand même prendre en charge et donner à sa veuve les montants qui devaient lui revenir. Et vous pensez que vous avez bien fait les choses, et il dit, écoutez madame, on a mis en place un plan social exemplaire. Et voilà, quelle a été la réponse. Et il y a ce mépris, il y a cette colère que nous on va contenir aussi, parce que quand on entend, alors c'est cet exemple-là, mais c'est aussi pour beaucoup d'autres, on comprend, quand on parle de la réputation des bouilleurs et de la violence elle n'est pas, il y a une colère du salarié qui est légitime, mais la violence elle vient du groupe, elle vient de leur façon de faire et de vouloir jeter les gens à la rue. Oui. Comment s'appelait le patron? Plusieurs questions du coup. Comment s'appelait le dernier patron de l'usine avant la fermeture? Savoir s'il y a eu une valse pendant la dernière dizaine d'années, beaucoup de grandes successions de patrons différents. Qui était le dernier? David, je te rappelle. Oui, c'est ça, tellement. Le dernier, c'était celui qui est parti chez Dalloz ensuite, qui était directeur du centre, là, comment il s'appelait? Comment? DI, voilà. C'était lui le directeur de l'usine. C'était DI qui est ensuite devenu directeur chez Dalloz. Mais c'est celui qui a été pris en otage. Oui. Avec le locaux. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En otage. Oui, c'est ce que la presse avait dit. Du coup, j'ai une seconde question. Quel rôle ont joué les 4 dirigeants dans le plan social, le passage de la ville du plan social? Tout ça, quel rôle les subalternes finalement de la direction? Ah bah, vous voulez dire les chefs, les petits chefs, les grands chefs, enfin tous ceux qui, ils essayaient d'imposer comme ils pouvaient, mais bon, franchement, ils n'avaient pas la loi. David, tu peux en parler, toi. Enfin, moi, je travaillais dans les bureaux, mais bon, le contexte était un peu différent. Mais j'étais souvent dans l'usine du fait de mes mandats syndicaux. Mais David, toi, est-ce qu'il y avait des chefs qui faisaient pression pour... Progressivement, ils sont tous ralliés à notre cause. De toute façon, c'était aussi piégé, tout le monde n'aurait pas été sauvé. Il y a un moment, ils pensaient que les chefs étaient sauvés à droite à l'autre en partant sur les salons. Demandez un micro, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas. Le micro est là. C'est très bien que le monde la plupart des chefs de zone sont ralliés à notre cause, parce qu'ils voyaient que c'était dans leur intérêt. On a même vu des chefs de centre qui, dans les dernières semaines, alors que c'était plutôt contre nous, enfin beaucoup contre nous, qui Bono venait nous voir pour essayer de voir si on pouvait récupérer, parce que la direction ne fera pas de cadeau. Donc, de toute façon, c'était contrôlé au niveau des États-Unis. Hein, on a dit que c'était des personnes qui étaient là, c'est le Pantin qui arrivaient pour faire fonction de. Je vois des coupeurs de tête, hein, des chefs qui étaient là comme des coupeurs de tête. En dessous, chacun essayait de sauver ses fesses comme il pouvait. Et quand c'était plus possible, on se ralliait. Mais dans la durée, excusez-moi, dans la durée, comment effectivement les chefs d'entreprise, donc là les cadres supérieurs ici, ont managé effectivement la lutte? Comment ça s'est passé?
C'était compliqué parce que, comme je le disais au départ, la capacité de production a été réduite de plus en plus. Et malgré... alors, ce qui est paradoxal, c'est que les salariés avaient de moins en moins de travail. Et comme les chefs n'avaient pas non plus beaucoup de travail, eh bien, ils se sont mis à fliquer un peu les salariés. Et il y a eu une période où les salariés ont été convoqués parce que soit ils arrivaient en retard, soit ils partaient un petit peu en avance, alors qu'il n'y avait pas de travail. Donc bon, rapidement, il y a eu, je ne sais pas si tu t'en rappelles David, mais rapidement il y a eu une mobilisation de tous les salariés, et puis ils ont enlevé tous les avertissements, et puis ils ont tout annulé, quoi, parce que c'était vraiment, c'est insensé, quoi. C'était ubuesque, vraiment. Mais oui, il y avait peut-être d'autres questions, c'est ça? C'était... Moi, j'ai deux questions. Il y a derrière aussi. Au vu de la motivation qu'il y a... Non, il faut prendre le micro. Je parle fort. Non, regarde. Non, regardez, on madame. n'entend pas. Au vu de l'équipe et de la motivation qu'il y avait entre vous, est-ce qu'il n'était pas possible de monter une COP? Alors, le projet a été monté. Et puis, on a... alors, il était assez bien ficelé, hein, et on a présenté ce projet-là à la direction, parce qu'il nous fallait l'aval de la direction pour pouvoir, notamment sur les marques, et puis sur... même s'il n'y avait pas une histoire de marque, il fallait qu'ils puissent être d'accord, qu'on puisse récupérer l'outil de travail dans un premier temps. Et je crois qu'on a proposé, on a vraiment beaucoup travaillé sur ce projet-là, on l'a proposé à la direction, et je crois que le lendemain matin, on l'a proposé un soir, le lendemain matin, ils ont dit bon, votre projet n'est pas viable, donc ils n'ont pas voulu, donc ça n'a pas pu se faire. Donc je pense que de toute façon, le meilleur des projets n'aurait pas eu gloire à leurs yeux. Est-ce que vous avez continué à accompagner les employés? Oui, alors ça a duré longtemps. Toutes ces personnes, justement. Oui. Effectivement, après la fermeture et pendant le congé de reclassement, on a continué d'accompagner et les salariés et les familles, hein, parce que, par exemple, la veuve de ce jeune homme qui s'était suicidé, on l'a accompagné dans ses démarches, on l'a aidé du mieux qu'on a pu. Et puis les salariés, parce que en fait la direction avait mis en place une cellule de reclassement, mais bon, c'est de la poudre aux yeux, hein, les cellules de reclassement, c'est quelque chose qui coûte la peau des fesses, et puis qui est au final de la poudre aux yeux, parce que ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas plus de solutions que Pôle emploi, hein, donc à part de faire des formations, et puis alors ça soulève un point important qui est la réputation des goodieurs, parce que les médias ont participé ont participé à donner une mauvaise image des goodieurs, parce qu'il y a eu toutes ces luttes qui ont été menées. Et il y a eu beaucoup d'endroits, beaucoup d'employeurs qui ont refusé ouvertement d'embaucher des goodieurs après. Donc il y a double peine, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus de boulot, et en plus on ne peut pas en retrouver parce qu'il y a ce problème. Oui, François. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'organisation de l'usine Goodyear d'Amiens? Vous avez parlé tout à l'heure d'un département agraire, donc j'ai pu comprendre que Goodyear produisait des pneus de tracteurs et autres machines agricoles. Est-ce que Goodyear produisait aussi des pneus de camions, des pneus d'avion, et pas seulement des pneus de voiture? Et pourriez-vous également nous expliquer la différence entre Goodyear Nord et Goodyear Sud? Alors, donc il y avait deux gammes de produits. Il y avait les pneus de tourisme, donc pour les véhicules, et il y avait les pneus agraires pour les tracteurs et pour les tracteurs. Il y avait, en fait, à l'origine, il y avait Goodyear, l'usine Goodyear qui était à Amiens Nord, et l'usine Dunlop qui faisait partie du groupe Sumitomo. Et ensuite, il y a eu
En anglais, on dit joint venture. Je ne sais pas comment on dit en français, une fusion, on pourrait dire, des deux groupes. Donc, et le groupe s'est appelé Goodyear Dunlop Tires. Je pense Tires, ça veut dire pneus en anglais. Et au moment de la fermeture, alors je pense que c'était avant la fermeture, le groupe Goodyear a isolé l'usine Dunlop. L'a isolé puisque eux avaient accepté la nouvelle organisation du temps de travail en 4-8, et donc ils l'ont isolée. Elle ne faisait plus partie du groupe France, mais elle était rattachée directement à l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'elle avait gardé son nom de Dunlop. Et elle a été ramenée au groupe français depuis, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, que maintenant c'est l'usine Goodyear. Voilà, à peu près si j'ai répondu à votre question. Tu as parlé de Hollande, tu as parlé de Montebourg. Par rapport aux fonctionnaires locaux, et notamment par rapport au préfet, quelle a été leur attitude tout au long de ces années? Alors, il y a eu, comme ça a duré longtemps, il y a eu plusieurs préfets. Alors, il y en a un qui était très à l'écoute. Et paradoxalement, ce n'était pas forcément celui qu'on attendait, c'était M. Delpech. Et lui, il a été... il a compris la colère des salariés, il a fait en sorte qu'on puisse manifester comme, et puis agir, enfin, par des actions... La pire, je dirais que c'est Nicole Klein, c'est ça? Bon, elle dort, elle nous reçoit, puis elle dort pendant qu'on s'explique. Et après, il y a eu également, en parlant de préfet, il y a eu le dernier, celui qui a participé à... Alors, parce que pendant que... Quand l'usine était... quand les salariés étaient dans l'usine, pendant que les cadres étaient également revenus, il y a eu un accord de fin de conflit qui a été travaillé à la préfecture avec le préfet Corday. Et bon, avec lui, ça s'est plutôt bien passé, mais bon, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'aide, il n'y a pas eu d'aide, il y a juste une entrave ou pas. Donc bon, Delpech n'a pas entravé, mais les autres, eux, ils n'ont rien fait du tout, quoi. Ça n'a pas été un... On n'a pas eu de... Non, on n'a pas eu d'aide. Patrick? Oui. Peux-tu nous expliquer, grosso modo, la transmission de Farmer? Sur quelle société industrielle américaine a été basée les brevets? Parce que les brevets Farmer qui appartenaient à Goodyear ont été délocalisés. Et pourtant, on avait proposé, il s'appelle un plan, il s'appelle opération ouvrière à ce moment-là. Et ces brevets ont été délocalisés en partie en Pologne et aux États-Unis, sous une étiquette d'influence Goodyear, Brésil. Alors là, est-ce que nos politiques ont réagi ouvertement, se sont mis en opposition? Non, pas du tout. De toute façon, les politiques, ça se saurait s'ils avaient... la seule chose qu'ils ont faite, c'est agir contre l'intérêt des salariés. Mais de tout temps, enfin... quand on voit sur Whirlpool, c'est la même chose. Et puis... l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est pareil, quoi. Les politiques, à l'âge, Xavier Bertrand, il va recevoir les élus et puis la direction. C'est parti au Brésil et en Chine. Je sais pas ce que va faire Xavier Bertrand. Il va dire, c'est pas grave, c'est parti, on ne peut plus faire grand-chose. Mince, bon, c'est fini, quoi. Il n'y a aucune action faite de la part des politiques. Je crois même que sous Hollande, c'est là où on a le plus souffert. Alors, pas que des lois qui ont pu être mises en place et puis des promesses qu'il n'a pas tenues, mais sur les attaques
faite aux syndicalistes et faite aux salariés. C'est là qu'on a commencé à faire le plus de procès, c'est là que la chasse aux sorcières s'est mise en place. Est-ce que tu peux donner des exemples de ça? Il y a eu déjà la direction qui a voulu licencier des élus. Donc là, il y avait une grève et puis non, ça s'est pas fait. Et puis, il y a eu des procès qui n'ont pas... où on était sûr d'avoir toutes les pièces pour pouvoir contrer les actions de la direction et où on n'a pas été suivi. Patrick? Oui, ce serait pour revenir sur la différence Goodyear-Dunlop. Comment est-ce que tu peux expliquer, alors peut-être en termes d'implantation syndicale, mais peut-être pas seulement, que l'accord sur les 4-8 était finalement signé sans trop de problèmes chez Dunlop et pas du tout chez Goodyear. Que du coup, on n'a pas du tout la même trajectoire en termes de mobilisation dans deux usines qui sont très proches. Alors effectivement, les syndicats n'étaient pas du tout représentatifs de la même façon. Il y avait beaucoup plus d'organisations syndicales présentes chez Dunlop. Bon, je ne pense pas trahir un secret, hein, mais il y avait un élu qui était contre les 4-8 chez Dunlop et qui s'est battu contre ça et qui un jour a décidé de faire autrement. Enfin, j'ai pas d'explication, enfin, je peux pas vous en parler plus que ça. En aparté peut-être. Il y a eu des choses qui se sont faites avec la direction et donc, les salariés ont suivi parce que on leur a promis des choses et puis que s'ils se sont dit on va pas faire comme les vilains en face. C'est compliqué, hein, il n'y avait pas du tout la même façon de travailler dans chaque usine, il n'y avait pas du tout le même rapport au syndicalisme et il n'y avait pas forcément la même cohésion. Si mes souvenirs sont bons, en 2007. Micro. C'est moi qui l'ai. C'est pour monsieur. J'aurais une question. Oui, mais monsieur, il ne parle pas. Ça remonte un petit peu, mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'en 2007, il y a eu, pour proposer le 4-8, il y a eu un référendum qui a été mis en place à Goodyear, mais également à Dunlop. Et le résultat du référendum était le même, je sais plus le pourcentage, on était à 70, 30, à Goodyear qu'à Dunlop. Au final, ça fera un peu plus de temps. Progressivement, ce référendum-là, il est resté respecté sur Goodyear, et puis à Dunlop, l'organisation syndicale a fait qu'on refasse un nouveau référendum, etc., jusqu'à ce que les candidats soient positifs à l'élection. Moi j'ai ressenti comme ça. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, mais bon, effectivement, il y a eu des accords avec des syndicats qui, la veille, étaient contre. On a beaucoup proposé les deux maintenant aussi. Les deux actions opposées. Il y a une question par Fred. D'abord, d'une part, je voulais vous remercier pour l'exemple qu'on a sur Goodyear, ainsi que l'éclairage des anciens salariés et syndicalistes. Mais je voudrais élargir un petit peu de la même façon qu'à l'Université populaire, on a étudié les mouvements ouvriers spécifiquement amiénois avec le cas de Cosra au début du siècle. Et on peut le voir aussi plus majoritairement avec tous les mouvements ouvriers du nord de la France depuis un siècle et demi. Faut pas oublier quand même qu'à Fourmi on a tiré sur les. On n'entend pas. Vous m'entendez mieux? Alors je voulais dire simplement de manière plus large, l'ensemble des mouvements ouvriers du nord de la France a été réprimé. Et si on reprend le cas de Goodyear, il y a effectivement une sorte de haine du patronat, de tous ces mouvements ouvriers et de l'expression populaire qu'elle revendique. Si on prend le cas de Cosra, au départ, il y avait quand même plus ou moins des
éléments positifs au départ du patronat, mais très vite, comme ça avait gagné les autres manufactures autour du velours, ça avait dégénéré. Donc ma question était la suivante, est-ce que vous ne pensez pas que justement les délocalisations qui ont lieu aujourd'hui et les dérégulations qu'il y a au niveau qu'on appelle ça, des règles pour externaliser vers des pays qui justement n'en ont pas, hein, si on en est victime, nous, c'est justement parce que à la fois on a trop revendiqué que le patronat c'est lui-même vacciné contre nos moyens de lutte, et est-ce qu'il ne faudrait pas inventer d'autres modes de lutte? Question générale. Alors, pas sûr que les entreprises délocalisent parce que ici on se bat pour avoir plus de conquis sociaux. Hein. Un capitaliste, ça reste un capitaliste. Hein. Il fait des milliards de bénéfices, ça ne lui suffit pas, il en faut encore plus. Et ce sera toujours comme cela. Et je pense que la question, elle doit se poser autrement. Pourquoi on n'a plus de lutte qui dure? Mais ce n'est pas qu'une histoire de syndicalisation. Je pense que c'est aussi aujourd'hui un phénomène de société qui fait que il y a une crainte. Il y a une crainte du mouvement social. Pas parce qu'il n'y a pas de gens qui sont prêts à le faire, hein, c'est pas ça, mais c'est que pour une grève, on n'appuie pas sur un bouton, et bien pour un mouvement social, on n'appuie pas non plus sur un bouton, il faut qu'on soit suivi, et il faut beaucoup d'éléments qui soient présents pour que ça puisse se faire. Je vous parlais de cohésion, de solidarité, il y avait vraiment quelque chose de fort, et c'est ce qui fait que quand on prenait la parole lors de l'Assemblée générale, et qu'on expliquait la situation, on relatait ce que la direction nous disait, et qu'on expliquait la situation, et qu'on faisait des propositions, elles étaient forcément suivies, parce qu'on allait contre ce mépris de classe, en fait, c'est ça, hein, parce que quand on parle de haine, mais la haine, elle est consécutive à ce mépris de classe, qui était vraiment flagrant. Hein. Moi, j'ai le souvenir pour revenir sur les conditions de travail qui étaient difficiles, j'ai le souvenir d'un jeune qui a été gravement blessé à l'œil, qui a perdu un œil parce qu'il n'y avait pas d'outillage, parce qu'il n'y avait pas assez d'équipe de maintenance, et qu'il fallait produire, et qu'il a pris un outil de chez lui, qu'il s'est mis il a voulu réparer une machine, et puis bim, avec un ressort, ça a sauté dans son œil, il a perdu son œil. Il avait 30 ans, hein, le jeune. On a immédiatement déclenché une réunion de CHSCT exceptionnelle, et la direction est arrivée avec un pavé comme ça en disant qu'il était responsable parce qu'il avait ramené un outil de chez lui, qu'il arrivait souvent en retard au boulot, et que du coup il devait avoir des problèmes chez lui. Enfin, c'était impressionnant. Ils sont allés chez lui avec des bouteilles de pinard, et puis ils lui ont dit on peut vous amener tous les jours, on peut vous emmener à l'hôpital pour vos soins et machin, pour qu'il ne porte pas plainte. Donc il y a vraiment, c'est des pions, l'être humain n'existe pas pour eux. Donc il y a vraiment un mépris de classe. Oui, il y aura une question là, monsieur. Attendez, on va vous donner le micro, mais il est. Ben là, le micro. Ah, vous l'avez. Ah, bah, c'est d'accord, monsieur aussi. Je pose ma question, après je pose le micro. Oui. Excuse-moi. Tu as parlé d'action, alors j'ai vu beaucoup de photos, de manifs, des choses comme ça, des pneus cramés, etc. Je voulais d'abord rebondir sur quelque chose que tu avais dit par rapport à des syndicalistes qui avaient du jour au lendemain changé d'avis. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confronté personnellement, des personnes qui sont des bureaucrates, qui sont des carriéristes et qui veulent garder leur place et qui sont facilement achetables. Et donc il y a d'autres modes de fonctionnement pour répondre à la question de Fred. C'est des assemblées générales autonomes, c'est-à-dire que ça s'est passé en Pologne en pleine Pologne stalinienne en 1979, avant l'émergence de Solidarność par exemple, où les ouvriers réussissaient à faire plier un gouvernement stalinien.
Donc c'est possible. Alors ma question justement, elle portait sur les modes d'action, sur l'extension de la lutte. Quelles sont les mesures qui ont été prises justement pour l'extension de la lutte? Pas seulement nécessairement vis-à-vis d'autres entreprises Goodyear qui auraient en France ou en Europe, ou même ailleurs encore, mais aussi géolocalement dans la zone nord, dans la zone industrielle. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de solidarité qui se sont mises en place entre les Goodyear et d'autres entreprises du coin ou d'autres entreprises Goodyear? Voilà. Ah oui, il y en a eu plusieurs. Ça allait dans les deux sens, hein, parce que dès que Goodyear faisait entamer un mouvement de grève ou une action sur la zone industrielle, on était suivi par les autres syndicalistes des autres entreprises. Et dans le même sens, on allait aussi, quand il y avait des actions à Simply Market, quand il y avait des actions chez Valero, quand il y avait sur d'autres usines de la zone, on était présent également, bien sûr. Et il y a un fonctionnement, il y a une union locale de la zone industrielle, une union locale CGT, et du coup, on y participait, on menait les actions ensemble. Les employés de Goodyear? Les élus. Seulement les élus? Bah, c'est pas ça une solidarité ouvrière. C'est lorsque toutes les entreprises, tous les employés de toutes les entreprises. Oui, mais nous à l'intérieur de l'usine, on avait déjà cette solidarité-là et cette cohésion. Donc, comment on aurait pu faire pour la transposer à l'extérieur? C'est ça que tu veux dire? Faire une véritable solidarité ouvrière. Tu fais allusion, je pense, à des coordinations, ce qu'on a appelé instamment les coordinations. Ouais, c'est notre manière d'organiser le syndicalisme, ça. Mais non, mais créer par exemple, il y a une entreprise Simply Market c'est ça, Simply, hein, qui est en grève. Nous, on a des problèmes, eux ont des problèmes. On va chez eux faire grève participer activement au mouvement, mais pas simplement quelques élus. C'est pas ça une solidarité ouvrière. Oui. C'est pas quelque démocratique pour résumer. Oui. Je pensais que tu parlais de l'organisation des grèves, mais oui, c'est arrivé. C'est arrivé, par exemple, d'aller chez Nalop, bon, c'était le même groupe, hein, mais d'appeler les ouvriers à rejoindre le mouvement. Puis on avait quand même l'habitude des mouvements sociaux, donc ce qui fait que quand il y avait un blocage de zone, par exemple, pour une autre entreprise que Goodyear, les salariés de Goodyear, ils suivaient. Mais quand je parle de l'union locale, je parle de l'organisation, parce que malgré tout, il faut une organisation de l'action. Sinon, on ne sert plus à rien. Si c'est les salariés qui font seuls... Comme en Pologne. Ouais. Non, mais si, ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, je ne suis pas syndiquée pour sinon, je ne me syndique pas et puis je fais tout seul. Et puis après, je vais chercher du monde. Moi, j'ai besoin d'une structuration. Je peux juste développer un petit peu comment Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, ils avaient des délégués qui étaient révocables à tout moment. Donc, ça évitait le problème qu'il y a eu avec les délégués qui changeaient d'avis du jour au lendemain. Donc, en fait, on a des délégués qui sont révocables. À partir du moment où ils n'obéissent plus à la base, ils sont virés, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne du tonnerre parce que c'est extrêmement mobile. La direction, la bourgeoisie n'est pas capable de cibler une personne ou une autre pour faire tomber les têtes, les leaders, hein, comme ça a déjà été présenté. Et ça a fait plier un gouvernement stalinien quand même, qui avait des tanks. Donc voilà, ça marche. Alors, en France, ça marche pas, je vous ai entendu parler. Hein. Mais ce sont Si, on a eu des expériences avec des coordinations qui ont abouti. Moi, j'ai le souvenir de la coordination des infirmières qui a été, de ma mémoire vivante, la première coordination donc en 86, qui était la première coordination qui arrivait à structurer une lutte en s'appuyant à la fois sur les forces syndicales et un mode d'organisation qui était différent. Mais la réponse qu'a faite Evelyne à propos des mouvements sociaux, elle est la même à propos de l'auto-organisation et de l'organisation. C'est-à-dire que ça demande des niveaux d'engagement, de maturité, de travail collectif. Ça ne demande pas une position de principe. Moi, je suis syndicaliste, enseignante à la FSU.
le principe de la coordination, c'est pour moi quelque chose de large, d'ample, et qui peut permettre d'étendre la prise de conscience, l'organisation collective, etc. Mais c'est pas parce que théoriquement je suis favorable à ce mode d'organisation que j'arrive à le mettre en place quand dans mon corps de métier quelque chose se développe. C'est des maillages, c'est des toiles d'araignée, voilà, on peut avoir une position de principe, le construire, c'est quand même bien plus complexe. Des croisements de lutte, il me semble qu'on en a eu sur ce qui pouvait nous rapprocher, qui étaient des enjeux sociétaux qui dépassaient... sur les retraites, par exemple. Voilà, c'est l'exemple auquel je vais venir. On a réussi à faire descendre des cars d'usines de différents points de la région sur des problématiques qui leur étaient pas propres. Et déjà ça, c'est pas facile à construire. Donc la solidarité, elle passe par ces expériences-là. Et après, elle peut s'étendre. Et c'est quand un salarié est amené à traverser réellement ces expériences qu'il se rend disponible à autre chose. Moi, de l'extérieur, j'ai quand même eu le sentiment que, bien sûr que c'était la lutte d'une entreprise pour défendre ses propres emplois, mais tu l'as rappelé, Evelyne, il m'a semblé quand même plus d'une fois que moi, c'est souvent c'est tôt, les barrages de la zone, donc je ne suis pas capable d'assumer le 5h et le 7h30 à l'école, mais les rares fois où je l'ai fait, je vous ai quand même vu être présent sur des choses qui ne vous concernaient pas vous. Donc cette solidarité, elle a existé, c'est pas parce qu'elle a été éphémère qu'elle a permis de construire du maillage, de l'auto-organisation, etc. Après, effectivement, le syndicalisme, quand il construit la lutte, il s'appuie sur ses propres forces et ses propres pensées. Et l'union locale, oui, Evelyne, c'est à un moment donné, comment la CGT, elle essaie à l'intérieur d'elle-même de penser un maillage sur un type d'emploi un peu proche, un peu similaire, et géographique. Voilà, donc il y a eu des formes d'extension, de recherche, de points d'appui. C'est très complexe. C'est pas des bureaucrates qui le font, c'est des salariés qui, à un moment donné, font le choix de s'investir. Tu m'arrêtes, hein? Oui, bien sûr. Non, mais qui, à un moment donné, font le choix de s'investir dans le syndicat et qui se retrouvent, et encore plus maintenant qu'auparavant, à des postes de responsabilité, parce que Francis l'a rappelé, le taux de syndicalisation dans ce pays, il est quand même pas énorme, et du coup ça demande une disponibilité. Donc, voilà, donc, le maillage il a été complexe, c'est toujours compliqué d'être dans sa propre lutte et d'être attentif à ce qui l'entoure, parce que c'est quand même une lutte qui n'était pas moindre, qui a duré dans le temps. Tu l'as rappelé, et moi je dirais peut-être pas assez au regard de ce que ça a avec quand même une médiatisation qui ne vous servirait pas. Oui, pour parler donc de la médiatisation, le conflit a été très médiatisé. On se rappelle aussi ces fameux événements là, de la chemise, je ne sais plus, c'est bien là, qui était quelqu'un. Ça, c'était Air France. C'était Air France, oui, qui était séquestré. Là, c'était. Alors, quel a été justement le rôle là, des médias? Quel a été... En fait, les médias sont là pour faire le buzz, on va pas se le cacher, et puis c'est pas rarement des personnes qui sont à l'écoute des revendications. Par exemple, lorsque l'annonce a été faite, c'est un souvenir assez marquant, il y a une journaliste de France 3 qui s'est présentée et qui a interviewé Michael Wamin, donc elle se prépare, elle met la caméra, le cadreur est là, elle prépare son micro, il y a le cadreur et tout. Et puis elle dit on va démarrer, top. Elle dit bon, monsieur Wamin, comment vous réagissez face à la fermeture de l'usine que vous avez provoquée avec votre syndicat? Si vous avez provoqué. Voilà. Donc là, écoutez, madame, vous repartez avec votre caméra et puis l'interview est terminée, donc c'est pas passé. Mais c'est assez incroyable d'arriver à comment dire, faire porter la fermeture de l'usine sur le syndicat. On serait très fort si on pouvait avoir cette puissance-là. Il y a vraiment eu moi je dirais même un acharnement, parce que toute action était il cherchait à démontrer qu'on était violent. Je cherchais pourquoi, parce que
pour avoir fait beaucoup d'actions et présente au rond-point de bonheur. Bon, effectivement, il y a des gens en colère quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous dit bande de feignants, allez travailler. C'est normal qu'il y en a qui se mettent en colère, mais bon, pour autant, le combat il est légitime et localement, ça a fait énormément de mal. Toutes ces familles qui se sont retrouvées sur le carreau, je ne parle pas que pour les salariés, mais je parle pour le territoire. Donc oui, les médias ont une part importante de responsabilité sur la réputation qu'ils ont donnée aux bouilleurs et au fait qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu retrouver le travail à cause de cette réputation. D'accord. Et vous n'avez pas pu constituer un contre-feu, je veux dire par là, vous-même, essayer de donner une image qui soit plus réelle de vos luttes? On a continué à faire les luttes qu'on avait l'habitude de le faire et on a pu, dans certains médias, relater la lutte d'une manière différente. Il y a eu quand même des journalistes intègres qui ont fait des films. Il y a eu plusieurs films de fait sur la lutte des bouilleurs. Mais oui, ça reste quand même un clou dans la chaussure, quoi, oui, il y a eu cette façon. Il y avait un film sur le... Il y a eu plusieurs films. Je crois qu'on en a passé un ici. Oui, le Mourad Dafit. Ouais, c'est ça, Mourad Dafit. La mort en bout de chaîne. Quelque chose comme ça. Alors, j'avais une question, là, justement, Evelyne. On parlait, là, on entendait tout à l'heure, c'était intéressant, c'est pour ça que je en parle, sur l'idée de coordination d'organisation syndicale. Bon, une organisation syndicale, c'est quand même sérieusement structuré. Elle était dans une confédération. Donc, il y a une organisation à la fois territoriale et une fédération. Et justement, quel a été le rôle de ton organisation syndicale au niveau national? Parce que quand on regarde les luttes ouvrières, quand on regarde les luttes ouvrières, on a l'impression que les salariés, et enfin, ça existe aussi dans le syndicalisme enseignant, en gros, on se débrouille pour sauver son poste, on se débrouille pour sa lutte, on rencontre dans l'union locale, dans l'union départementale, voire à Montreuil, etc. Ben, c'est bien, camarade, continue, c'est bien. Et puis il y a dans les médias, eux, ils ont accès aux médias, tu vois. Donc comment le syndicalisme, alors déjà, comment ça s'est passé pour les médias? Quelle relation tu as eue avec le niveau national? Parce que j'imagine, compte tenu de l'ampleur, qu'ils ont été peu interpellés par les politiques, on le sait, sûrement plus que toi. Et ensuite, comment finalement le syndicalisme, est-ce que finalement il n'est pas en échec de par sa propre organisation? C'est-à-dire, est-ce que lui-même ne subit pas les métamorphoses du monde ouvrier? C'est-à-dire que bon, ben, chacun a sa lutte, on en rend compte, parce que quand on parle de coordination, j'ai pas souvent vu ni la CGT, je vais en rester là, mais réclamer des collectifs, elle en a peur, parce qu'en fait les porte-paroles ne sont pas forcément des militants syndicaux, puisqu'il y a des gens qui se révèlent dans les luttes. Tu parlais de ton parcours tout à l'heure, tu disais, au départ je n'étais pas syndiqué. C'est la colère, c'est l'organisation du travail qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'organise. Donc, il y a des plans. Donc, dans les collectifs, c'est ça aussi qui se crée. Et on sait qu'il y a des luttes dans les collectifs. Il y a des luttes à la fois syndicales, il y a aussi des luttes politiques, puisqu'il y a des stratégies politiques pour organiser les collectifs et les faire dévier de leur objectif premier. Donc, moi, et on sait que les organisations syndicales au niveau national, elles savent arrêter une grève. C'est historique et c'est régulier. 2003, tout le monde s'en souvient. Voilà. Y compris chez les enseignants, je pense. Et d'ailleurs, depuis 2003-2005, il y a eu quoi? C'est la lutte contre le contrat première embauche. Depuis, ce ne sont que des déchets. Et c'est des stratégies de Thatcher, c'est-à-dire qu'on tient. J'aimerais bien connaître les victoires qu'il y a eu depuis 2005. La retraite. La retraite? On a réussi à geler. La retraite, laquelle? Ouais. Bah, je ne sais pas si par rapport à ce qu'on réclamait en 2003, ou même ce qu'il y avait dans les élections au niveau professionnel des enseignants, c'était pas la retraite actuellement, ou les petites victoires qui ont été. À chaque fois, on est obligé de rabaisser son niveau de revendication. Alors, sur les 7 années de lutte, elles ont été
organisation syndicale qui s'opère avec des ordres, des contre-ordres, et puis souvent des appels au calme. Et on n'aurait pas pu maintenir dans la durée cette lutte-là si on n'avait pas désobéi et on n'avait pas eu, si on avait attendu l'aval de la Confédération, par exemple. Voilà, ça n'a pas été toujours simple, effectivement. Oui, je voulais donner un témoignage et puis poser une question. Il se trouve que je connais assez bien Goodyear, parce que j'étais inspecteur du travail sur Amiens, mais il y a très longtemps, et oui, les années passent. Et puis en plus, en fin de carrière, après, je suis parti. D'accord. J'ai connu Goodyear pendant une grosse année après. Alors, quand vous dites que les conditions de travail sont difficiles, moi je trouve que vous êtes en dessous de vérité, c'était des blancs chez les Goodyear. Ah oui, c'était terminal. Et ce qui peut expliquer aussi, si ça répond à une des questions, c'est la différence entre Goodyear et Dunlop. D'abord, il me semble qu'il y avait un dialogue social qui était de qualité chez Dunlop, mais quand même qui était de bien meilleure qualité que celui qui existait chez Goodyear. Ça peut peut-être expliquer aussi le positionnement des organisations syndicales chez Dunlop, qui n'ont pas réagi de la même manière lorsqu'ils ont été confrontés au même sujet. Et puis enfin, une question, moi je fais remonter les difficultés de Goodyear à bien plus tôt, aux années 92, quand Goodyear a racheté une entreprise en Pologne, de mémoire, chez Slovaquie peut-être, enfin je sais pas, de ce pays-là, et a décidé de créer ce qu'on appelle, vous l'avez évoqué, des équipes de suppléance, des VSD. Il y avait déjà, dans le discours de vos camarades, que je partageais, enfin le discours en tout cas, on observait assez facilement que Goodyear avait déjà l'intention de fermer son entreprise. Le discours d'entreprise à l'époque, 92, mon activité, même si ça n'a pas duré très longtemps chez Goodyear, le discours de Goodyear, c'était de dire, voilà, les pneus qu'on fabrique ici à Amiens, on fabrique exactement les mêmes, ça doit vous parler, ça vous vos collègues, on fabrique exactement les mêmes au Brésil, rendus au Havre avec le transport maritime, il revenait à 20% moins cher. Je crois que c'était à 20% moins cher. Ce qui fait que Goodyear, à l'époque, déjà envisageait la fermeture de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que ce processus a été extrêmement lent, mais constant en fait, et j'ai jamais compris, parce qu'après j'ai observé le culte ici chez Goodyear avec intérêt et aspiration d'ailleurs, mais j'ai pas compris pourquoi il ne s'est rien passé avec les organisations syndicales entre cette période du début des années 90, puis la grève qui est celle que vous évoquez aujourd'hui. Ça je ne m'explique pas pourquoi la pression n'a pas continué à exister au sein de l'organisation. C'est pas un reproche, il se trouve que les choses sont se cassées, etc. Mais pour moi, ça a été une grande interrogation. Il y a eu une grande grève en 95. Il y a eu une grande grève pour l'embauche des SD. Pour, oui, c'était déjà sur le 4-8 et le... C'est moi qui me rajeunis. Voilà, c'était 95. Oui, c'est ça s'appelait les VSD, et après ça s'est appelé les VSD. Mais je pense pas qu'il y ait eu... Alors il y a peut-être eu un petit flottement, mais je pense que si ça a pu... si en 2007, on a pu entamer une lutte aussi forte pendant toutes ces années-là, derrière, il y avait des bases. Oui, puis il y avait eu, il y a eu un gros jugement gagné en 2003. À l'époque, justement, la direction avait proposé d'unir les deux usines, d'en faire un grand complexe, mais au passage, de virer un peu de monde. Donc il y avait eu... Oui, et donc, oui, mais du coup, comme ça a été refusé, ce grand complexe-là, ils ont dit, puisque vous avez refusé, on revient sur certains acquis. La prime de fin d'année, donc tous les nouveaux embauchés n'avaient plus les mêmes droits que les anciens. Ce qui fait qu'il y a 2 poids 2 mesures dans l'usine et que les gens faisaient le même boulot, mais il y en avait un qui touchait son 13e mois et l'autre qui ne le touchait pas. Et donc on a fait une action juridique et puis Goodyear a été condamné, tout le monde a récupéré des sommes importantes. Et moi je me rappelle à l'époque avoir été convoquée par ma directrice
parce que j'avais fait ce dossier-là au Prud'homme, et elle m'a dit que si tu avais travaillé dans l'usine, je m'en fous, mais dans les bureaux, ça se fait pas d'aller au Prud'homme contre un patron. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été mise au placard. Voilà. Mais ça a été une grande victoire. Hein. Et d'ailleurs, là, les médias n'en ont pas parlé du tout. Alors que ça a été des millions, parce que sur tous les salariés, je sais pas, à l'époque on devait être 1500, il y en avait peut-être 1000 qui avaient fait un dossier. Hein. Et puis ça a duré plusieurs années, et au final, on a eu gain de cause. J'ai répondu peut-être. J'aurais une question sur l'évolution de la lutte syndicale des bouilleurs entre 2007 et 2014. Donc en 2007, vous apprenez que des emplois vont être supprimés, mais vous avez probablement encore l'espoir, par la lutte syndicale, d'éviter ces licenciements et de permettre le maintien en activité de l'usine, même si elle est complètement rachetée par un autre groupe. Et puis progressivement, vous prenez conscience que la fermeture devient inéluctable. Et dans ce cas-là, il est probable que la lutte syndicale change de sens et qu'un certain nombre de salariés entreprennent des stratégies de reconversion. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? De reconversion avant la fermeture? Pour anticiper les anticiper, sachant que l'entreprise va fermer. Ça n'a pas été. Non, il n'y a pas eu de cas il n'y a pas eu de fuite de personnel qui se dit je vais aller voir ailleurs parce que ça ne sent pas bon ici. Non, je pense qu'il y avait vraiment l'envie, même si on savait que. Mais on a toujours l'espoir, hein, même si on se dit que bon, là ça commence à devenir de plus en plus difficile. On a toujours l'espoir malgré tout qu'il y ait une issue favorable. Donc non, il n'y a pas eu de fuite personnelle partie voir ailleurs. Oui, peux-tu m'expliquer la faisabilité, il s'appelle du syndicat CGT au niveau national? Parce que si j'ai bonne mémoire, au congrès de Marseille, on est exclu, le Goodyear. Alors, pourquoi cette position? Et quand on parle de solidarité des syndicats, le mouvement Goodyear, c'est-à-dire CGT, a émis quand même le Front social, avec Sud. Alors, de ce côté-là, les grands syndicats nationaux n'ont pas adhéré au Front social. Bien, au contraire, ils se sont opposés. Alors, notre lutte, qui a été constante dans cette année, nous avons coordonné avec aussi bien Air France, comme je disais, on ne se regarde pas la Pologne, mais c'est vrai que ce n'était pas le même contexte. Et si cela n'a pas abouti, on peut remercier, je s'appelle les nationaux, au niveau des syndicats français. Ça ne faut pas l'oublier. Et ils nous ont bien laissé tomber. Bon, maintenant, si certains ne voient pas la chose, nous, on l'a vu, on l'a ressenti. Oui, mais tu vois, ça ne nous a pas empêché de maintenir la lutte malgré tout. Donc on est allé, on a fait jusqu'au bout ce qu'on pouvait faire. Oui, il y a un volet aussi sur lequel il faudrait, je pense, réfléchir. On a eu l'occasion d'en discuter de temps en temps beaucoup. Tu as parlé du plan de sauvegarde de l'emploi, du plan de licenciement, des mesures qui sont déléguées à des cabinets privés dont l'efficacité est plus que douteuse. En Belgique, ce sont les syndicalistes qui ont la main sur les budgets d'accompagnement à la recherche d'emploi, à la recherche de formation complémentaire, etc. Bref, à partir de votre expérience collective sur ces mesures-là et les insuffisances d'accompagnement du préfet, comment faire évoluer la législation française dans ce domaine? Parce qu'on a un vrai scandale, effectivement, à ce niveau-là, et qui est trop rarement dénoncé. Effectivement, un gros problème, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les cabinets d'experts
sont mandatés dans le cadre d'un plan de licenciement. En ce qui a concerné Goodyear, en tout cas, c'était le même cabinet qui avait une partie reclassement et une partie expertise comptable. Donc, il y a un conflit d'intérêt important, puisqu'il a validé le fait que les éléments de Goodyear fournis pour expliquer la fermeture et notamment la compétitivité, il a validé ces chiffres-là et il a récupéré le marché juteux de reclassement. D'ailleurs, en parlant de médias, j'avais parlé tout à l'heure de médias intègres, j'ai participé, il y avait une émission qui s'appelle Complément d'enquête, qui avait été faite sur le conflit d'intérêts de ce groupe, de ce grand groupe. J'avais participé à une caméra cachée, puisque j'étais allée moi-même avec une caméra dans le bureau dans cette cellule de reclassement. Et ils avaient... c'est la petite anecdote, hein, c'est que du coup j'avais posé des questions, j'avais demandé s'ils allaient faire mieux que Pôle emploi, ils m'avaient dit qu'ils avaient d'autres chemins, que vous inquiétez pas madame, on va trouver. Moi je suis syndicaliste, donc bon, syndicaliste, Goodyear, violence, tout ça. Et je finis par me dire, mais je pense que vous devriez vous faire aider psychologiquement parce que vous avez l'air de pas bien prendre cette fermeture. Et donc tout ça, ça passe à la télé. Mais le problème, c'est qu'après, plus personne ne voulait me recevoir à la cellule de reclassement. Bon, bref, voilà. Mais tout ça pour dire que ensuite, les journalistes sont allés voir ce cabinet-là pour leur dire vous trouvez ça normal, et puis la porte leur a été fermée. Donc il y a vraiment, effectivement, tu as raison Eugène, un gros travail à faire là-dessus, parce que tout est commercial, quoi. Tout est un marché, faire du pognon sur la misère des gens, quoi. Et ça c'est terrible, hein. J'ai pas l'ordre d'idée, mais c'est des millions et des millions, hein, parce que c'est une somme fixe par salarié, sachant que dans le cas de Goodyear, je ne sais pas quel a été le pourcentage de gens qui ont bénéficié de formation, il n'a pas été très important. Donc il y a un réel problème, et je pense qu'effectivement, il faudrait se battre pour que la loi change à ce niveau-là. Vraiment. Déjà qu'il n'y ait plus de cabinet, et là, celui-là, il a pignon sur eux, hein, parce que le directeur de ce président, enfin, je ne sais pas, de ce cabinet-là, il est ensuite entré au gouvernement de Hollande, et puis son fils, je crois que c'est le témoin du mariage de Macron, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui avait fait sa campagne, quoi. Donc, ce cabinet-là, à la base, était un cabinet apprécié des syndicalistes, et puis qui est devenu une entreprise financière. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. On pourrait très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait des budgets financés par la région de France. Bien sûr. On pourrait très bien imaginer de faire évoluer non seulement la législation, mais les pratiques, et exiger que nos impôts régionaux, que notre assemblée régionale, mandate par exemple l'Université de Picardie, le CNAM, etc., pour accompagner ces démarches-là. Il n'y a aucune raison de laisser, au contraire, de laisser tous ces budgets dits sociaux aux cabinets privés et il y a un point qu'on n'a pas soulevé, qui a été quand même important dans cette lutte, c'est la répression syndicale. Parce que il y a eu, alors c'était, j'arrive plus à me rappeler l'année, mais il y a eu une répression forte, avec les gardes à vue, les peines de prison ferme. Et on a vu une solidarité se mettre en place pour soutenir et du coup faire que la peine soit transformée en sursis. Mais
parce que ce qui s'est passé, c'est que, pour revenir un petit peu sur la période de la fermeture, à l'époque où les deux dirigeants ont été retenus dans cette salle, nous, organisations syndicales, avons protégé ces personnes-là. Parce que face à la colère des salariés, on peut... la violence, elle est du côté du patron qui vient foutre la vie en l'air de ce salarié, mais il y a une colère réelle, et du coup on a protégé ces deux dirigeants, qui d'ailleurs l'ont reconnu. Ils ont porté plainte, évidemment, mais dans l'accord de fin de conflit qui avait été signé, ils avaient dit qu'ils renonçaient à leur plainte. Donc ils ont renoncé à leur plainte. Et c'est le parquet qui a poursuivi. C'est pas alors que les dirigeants ont témoigné pour dire effectivement la CGT nous a protégés. Donc il y a vraiment une chasse et puis une répression très importante, mais c'est inimaginable. Enfin, moi, je ne pensais pas un jour vivre ça. Je suis un matin comme ça et je vois arriver 4 flics dans ma cour et qui viennent et qui disent on vient faire une perquisition et qui ne donnent pas le motif. Et puis après, on a entendu pendant des heures, et puis pendant ce temps-là, on a les collègues qui sont en garde à vue. Et les motifs, ils étaient, je sais pas, c'était parce qu'on avait choisi un cabinet d'expertise plutôt qu'un autre. Pourquoi on avait fait ça? Est-ce qu'on avait... ils avaient ressorti des plaintes d'autres organisations syndicales qui avaient été classées sans suite. Et ils avaient ressorti pour nous faire la peau. C'était impressionnant. Et les questions... moi, ils sont arrivés, ils m'ont dit où est votre bureau? Et mon bureau, il est à l'usine. J'ai pas de bureau chez moi. Et est-ce que vous avez un endroit où vous avez des documents? Alors j'ai dit oui, il y avait une pièce là. Et en fait, j'avais tout mis dans des sacs parce que je comptais faire du rangement. Ils ont pris tous les sacs, ils ont tout sorti les papiers, et sur un papier, et j'avais commencé à faire des logos pour des t-shirts, alors patron de voyou, machin bidule. Et là, il y a un flic qui voit son collègue et lui dit regarde celui-là. Et hop, il met dans sa pochette. Et je dis mais vous êtes ridicule, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ils sont venus nous perquisitionner. Hein. Et ensuite, il y a donc, quand j'arrive et je demande de venir à la gendarmerie pour être auditionné, je suis arrivée à 13h, je suis à 20h, et j'ai parlé un quart d'heure, hein, parce qu'ils sortent, ils reviennent. Et puis, donc ils me disent, est-ce que M. Ouamin, il a pu traiter d'enculé, monsieur machin? Oui, en réunion, est-ce que c'est arrivé? Oui. Pourquoi vous avez changé de cabinet d'expertise alors que la CGC, qui a porté plainte contre vous, voulait que ce soit ce cabinet-là et pas l'autre? Je suis là pour ça. Et je ne comprenais pas. Et en fait, ils avaient ressorti des plaintes de la CGC contre la CGT. Et puis après, ils sont venus perquisitionner à l'usine, puisqu'ils n'avaient pas pu chez moi, et donc ils m'ont dit ouvrez-vous ce tiroir, est-ce que vous avez un ordinateur? Alors je dis non, je vous l'ai donné quand vous êtes venu chez moi. Et donc j'ouvre un grand placard et je sors une valise d'ordinateur, mais dans lequel il y avait des documents, des pochettes, puisque l'ordinateur je leur avais déjà donné. Et là, je sors le truc, il dit haha, on va passer à les choses sérieuses. Alors, vous nous avez menti jusqu'alors. Et là, il ouvre le truc. Je me dis, mais ils sont fous en fait. Il y a tellement de choses importantes à faire plutôt que de venir faire la chasse chez nous. Et puis, ils ont fait ça un mercredi. Les autres collègues, ils avaient leurs enfants qui n'allaient pas à l'école. Enfin, ils avaient mis 4 juges dessus. C'était impressionnant. Et, donc, alors, c'était pas. Là, c'était pas à cette époque-là, c'est pas ce qui a fait qu'il y a eu les peines de prison, puisque les peines de prison, c'était suite à la direction qui avait été revenue. Mais il y avait déjà eu avant plusieurs épisodes de répression pour essayer de tuer le mouvement. Quoi. Donc il y a vraiment on n'a pas été les seuls, hein, il y a eu plusieurs autres endroits où ils ont dû subir tel traitement. Du coup, je vais te poser une question.
ça n'arrive pas, c'est la question qu'on avait le droit de poser, mais peut-être maintenant on peut la poser quand même. Est-ce que, parce que maintenant je pense que tout le monde sait que tu t'es lancé plutôt en politique, et est-ce que c'est parce que tu as pensé que la lutte syndicale avait des limites et qu'il fallait passer à une autre forme de lutte? Est-ce que c'est un dépassement? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est bien une déception par rapport à la lutte syndicale? Enfin voilà. Donc pourquoi... Non, c'est pas une déception, c'est un prolongement en fait. C'est l'action syndicale, déjà l'usine elle est fermée, donc quand je commençais à m'engager politiquement, syndicalement j'avais beaucoup moins d'activité. Et puis j'aurais tellement aimé que quelqu'un issu du monde ouvrier puisse avoir un rôle à Amiens, quoi. Et bon, c'est une déception, hein, vraiment, mais c'est... il y a peu de profils, c'est ça qui me dérange aussi en politique, c'est que on a peu de profils issus du monde ouvrier, et ça c'est un véritable problème. Quand je me suis engagée pour les élections municipales en 2020, je suis allée voir plusieurs anciens collègues pour leur demander de venir, de s'engager sur la liste pour être conseiller, et personne n'a voulu, alors prétextant un manque de légitimité, un manque de connaissances, un manque de capacité, alors que pas du tout, on est tous capables, on fait de la politique en permanence, et il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour pouvoir se présenter à une élection, et c'est ça qui est accepté. Ouais, oui, bien sûr, j'étais tête de liste, mais je parle pas que du cas d'Amiens, je parle en général, et il n'y a pas d'ouvriers dans le monde politique, ou très peu. Oui, au niveau des parlementaires, c'est clair que le pourcentage d'ouvriers a énormément baissé depuis des années. Et s'il y a des sociologues qui pourraient témoigner de quoi? Pardon? C'est pas qu'il est baissé, c'est qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors qu'il y a eu une époque, quand même, j'ai connu des députés qui étaient des ouvriers, des communistes en général. Et même pour moi, ça a été difficile cette campagne, parce que de ce fait-là, j'étais taxée de rouge et de radical. Alors qu'on a fait quoi que défendre notre travail, enfin, défendre. Et je me rappelle des propos de Brigitte Fauré qui dit faites attention à elle parce qu'elle est dangereuse. Donc, je confirme, je l'ai entendu dire, non pas, il faudrait que je ne fréquente pas, mais de personnes, quand on parlait de la liste que tu menais, oui, mais c'est une enragée, c'est une cette liste, etc. Je l'ai entendu dire, alors que tu n'avais fait que défendre les emplois, même pas ton emploi, c'est les emplois. Et puis je faisais partie d'une équipe, quoi. Et puis tête de liste, c'était pas non plus chef, hein. C'était une équipe, donc voilà. Après, il y a encore des choses qui doivent changer. Oui, mais on n'a pas eu tout à l'heure des politiques qui ont fait un peu de la récupération, etc., ou de fausses promesses, mais il y a quand même, on a eu du soutien quand même. Est-ce qu'il y a eu des soutiens politiques? Est-ce que vous en avez eu? Oui, il y a eu quelques soutiens à l'époque où les planètes étaient alignées à gauche, hein, le conseil régional, le conseil départemental et la mairie. On a eu des soutiens, Gilles Demagny avait fait mettre une banderole. Il y a eu aussi un soutien financier pour les actions qu'on avait menées, mais oui, ça peut s'arrêter qu'à ça. Mais tu n'as pas l'air très convaincu, il y a eu peu de soutien politique alors que... Tu en parlais beaucoup de réticence. Oui, parce que... Déception, une grande déception. Il y a eu des soutiens, mais ce n'est pas le soutien qu'on attendrait forcément. On attendrait d'être vraiment accompagné, et pas seulement... non, on a été soutenu un peu. Si je peux me permettre, Francis,
Je crois que, si je peux me permettre, oui. La question sur un moment comme Goodyear ou Whirlpool après, c'est pas simplement que le conseil municipal soutienne, c'est qu'il y a un vrai débat local. Cette université se saisisse dans son champ de compétences en disant mais nous on est compétents pour les accompagner sur l'évolution de l'outil de travail, sur l'évolution du cahier des charges. La défense collective de l'emploi ne peut pas passer simplement par un petit jeu où on attend que l'élu dans l'entreprise et l'élu dans la cité prennent leurs responsabilités. Je crois que professionnellement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont été et qui restent concernés par des sites comme Goodyear, comme Whirlpool. Et moi j'ai un peu envie de dire que j'en ai un peu ras-le-bol, je dis tranquillement, hein, j'ai un peu ras-le-bol que dans ces cas-là, on attende simplement que de regarder passer le train, quoi, de regarder passer des manifestations. Moi, je vais à chaque manifestation dans ces cas-là, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut réfléchir pour changer nos pratiques et essayer de faire en sorte que universitaires, union locale, union régionale, etc., des syndicats, formations politiques, conseils municipaux, conseils départementaux, conseils régionaux, fassent autre chose que des vœux, dans le meilleur des cas, et s'impliquent et on regarde effectivement quels moyens pour un emploi, pour quelle production sur nos territoires. En parlant de politique, hier j'étais au conseil métropolitain puisque je suis conseillère municipale d'opposition et en parlant de mépris de classe mais également de mépris de Madame Fauré principalement et de Monsieur Gess. Hier nous étaient présentés les avantages de la délégation de service public. Alors la délégation de service public, pour ceux qui ne savent pas, c'est déléguer un service public. Et en l'occurrence c'était le bus, les parkings relais et puis le bicyclette et puis le vélo. Et donc les avantages, donc il vous a énoncé les avantages de la délégation de service public. Donc il y avait eu une commission précédemment à laquelle j'avais assisté et dans le slide qu'ils avaient présenté, ils vous avaient indiqué les avantages et il y avait la délégation offre notamment l'avantage de alors c'était quoi la phrase de ne pas avoir, c'était de réduire le pouvoir de nuisance des agents qui reste important. C'est la première raison. Et donc, hier, quand j'étais en conseil, j'ai posé la question, j'ai dit, alors en commission, je vous ai demandé d'expliquer cette phrase-là, et donc ils ont fini par dire, oui, mais on vous l'a dit, il y a 450 agents, donc c'est difficile, c'est pour ça que moi je ne comprends pas, le pouvoir de nuisance des agents, ça veut dire quoi? Et donc ils disent, les grèves. Donc voilà, et il dit, mais vous avez raison, Madame Becker, on va l'enlever. Donc ils enlèvent la phrase, et donc hier, je dis, bon, vous avez enlevé la phrase, mais il n'empêche que vous le pensez, ce que vous dites. Et donc ils partent dans une explication, c'est une phrase malheureuse. D'autres adjoints, M. Rufflard prend la parole, me dit que je suis incompétente, mais en fait c'est comme ça qu'ils s'en sortent, hein, que je n'étudie pas mes dossiers, que je ne comprends rien. Et puis je veux répondre à ce M. Rufflard et à M. Less qui dit je vous ai déjà donné la parole, vous ne parlerez plus, Mme Becker. Donc je dis, mais si, je vais continuer à parler. L'article 6 du règlement intérieur, il dit que vous ne pouvez pas ne pas me redonner la parole. Et en fait, il m'éteint le micro, tout. Enfin bon, c'est ce mépris qu'on a dans l'entreprise, mais que je continue de voir ici en politique, quoi, dans la cité. Voilà, allez-y, monsieur. C'est madame. Ah, madame, excusez-moi. Non, c'est ma coupe qui porte la confusion aussi. Je voulais juste rebondir sur ce point qui me paraît vraiment pertinent, sur le fait de vouloir décrédibiliser. Enfin, là, l'exemple de madame Fauré, qui était de vouloir, comment dire, faire éteindre vos propos
en répétant à de nombreuses reprises qu'il ne fallait pas vous écouter parce que vous étiez en colère. Et c'est justement ce qui est intéressant à analyser, puisque la colère est un parfait instrument politique. Et souvent, dès qu'une personne va porter cette colère, qui est une colère légitime, les classes dominantes, elles ont tout intérêt à vouloir délégitimer cette colère parce qu'elles menacent leurs propres intérêts, quoi. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on voit depuis des années, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon. Enfin, on parle de lui comme étant arrogant, ou, enfin, très colérique, machin, sauf que souvent, en fait, que ce soit les médias ou autres, on va plus pointer du doigt cette colère, mais sans chercher à se pencher sur les causes. Exactement. Et les colères, enfin, souvent, elles sont extrêmement légitimes et elles naissent de situations bien particulières. Enfin, je trouve ça un peu marrant de voir. Enfin, c'est à peu près le même schéma que l'on retrouve actuellement avec la nouvelle union écologique et sociale. On a pu voir la manière dont le sujet a été traité médiatiquement et politiquement, mais on voyait très bien que de l'autre côté, ils avaient peur, quoi, parce que voilà, on porte des colères qui sont légitimes et qui justement risquent de secouer un bon coup les intérêts des classes dominantes. Voilà. Je crois que je ne regarde non plus, mais j'ai appris par je suis parti au téléphone, il y avait à dire un suicide sur la voie. Ouais, quand tout à l'heure Pascal m'a appelé, donc quand il m'a appelé tout à l'heure au téléphone, Sophie Béroux était bloquée à Arras. Donc voilà, on va pas sortir en gare et puis Pascal pour revenir vient à Creuilly. Quand est-ce que vous la réinvitez? Sur la route. Oh là là. Quand est-ce que vous la réinvitez? On va voir. En tout cas, je crois qu'ici, il faut surtout, pour poser des questions, mais remercier Evelyne qui est toute seule à une table ronde. Oui, c'était pas fait pour interrompre, mais il fallait expliquer pourquoi les invités ne venaient pas. C'est un sujet qui tient à cœur, donc oui, je ne fais pas d'effort. On l'a vu. Et tu as tout de suite répondu, d'ailleurs, quand je t'ai adressé l'invitation, tout de suite j'ai eu une réponse, bien entendu, je viens. Bon, voilà, je dis ça parce que bien qu'ils sont pas tous. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a peut-être une question? Bon, peut-être la question qui tient tout à cœur, ça a été comment a été la reconversion sur Nalu, mais après les licenciements, etc., qu'est-ce qui s'est passé exactement pour beaucoup de... Est-ce que beaucoup ont retrouvé un travail? J'ai lu des chiffres, c'était à peine 30% qui ont retrouvé un CDI. Bon, je pense que c'est moins que ça. C'est sa mémoire. Après, aujourd'hui, malheureusement, ça fait 8 ans et on n'a plus beaucoup de contacts. Le jugement a rendu coupable Goodyear d'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, l'action s'éteint, quoi. Du coup, il y a plus. Oui, il y a eu des indemnités. Et à combien s'est monté l'indemnité, elle dépend. Tu parles de l'indemnité. Oui, je crois que Goodyear a été condamné à c'était en fonction des. Chaque indemnité était en fonction des revenus. Ouais. Mais du coup, il y a beaucoup moins de retrouvailles, on va dire. Aujourd'hui, quelques collègues, ex-collègues que je revois encore, mais de ce que je sais, c'est qu'il y en a peu qui ont véritablement trouvé une solution pénale. Effectivement, il y a eu beaucoup de CDD, il y a beaucoup d'intérim, il y en a qui ont pris des boulots qui étaient difficiles également, même si c'était difficile chez Goodyear. Mais bon, c'est une catastrophe. Socialement, c'est une catastrophe. Sociale et humaine. Et humaine, oui, humaine. Et ça, je crois qu'il faut bien avoir en tête que les licenciements, c'est pas simplement perdre un emploi, etc. C'est souvent un désastre humain. Et on comprend tous ces drames après qui arrivent intrafamiliaux, parce que les divorces et puis
Mais moi, je me rappelle, toujours sur le mépris, quand il y a eu cette action qu'on avait gagnée en 2003, et que j'avais été convoquée par ma directrice pour qu'elle me dise que je ne levais pas parce que je travaillais dans les bureaux. Je lui avais dit, mais écoutez, et quand on a gagné, elle a réuni tout le monde, et moi je pensais que tout le monde allait être d'accord avec moi. On s'est retrouvés à une dizaine, elle était comme ça, la directrice, et puis elle dit, bon, je ne vous cache pas, ça y est, les syndicats ont gagné, donc ça va coûter énormément au groupe. Bon, alors moi je prends la parole en disant, oui, mais c'est normal, puisque c'est un droit, ils ont été réintégrés dans leur droit. Et elle me dit, mais et je pensais que les autres allaient intervenir, et puis tout le monde a regardé ses chaussures, et dit, merde, je suis toute seule en fait. Et là, elle a dit, ceux qui ne sont pas contents, ils ont qu'à aller travailler ailleurs. Ah oui, je ne pouvez pas parler comme ça. Ces gens-là, ils ont une maison payée, et puis ils sont bien là au travail, et puis voilà, oui, c'est ça, c'est comme traverser la rue pour voir du boulot. Mais oui, c'est malheureusement souvent le cas, et pour rebondir sur la reconversion, il y a forcément eu beaucoup de freins par rapport au CV avec Goodyear indiqué dessus. Moi, j'ai pris mon nom d'épouse pour faire des CV, bon, ça n'a pas marché. Je pense qu'ils ont dû faire à partir du moment où il y avait Goodyear, avec mon prénom, ils ont dû le trouver. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je crois que nous allons clore cette séance qui a été un petit peu particulière, bien, mais qui a quand même pu se dire grâce à Evelyne, bien entendu. Et puis, oui, je rappelle que la prochaine rencontre de l'Université populaire, c'est le 31 mai. Bon, ce sera dans un cadre différent, puisque c'est à la Comédie de Picardie, et puis c'est le poète Jacques Darras qui va nous lire des poèmes de son dernier texte, voilà. Et ensuite, la prochaine, c'est le 22, je crois que je ne me trompe pas, juin. Le 22 juin, alors là, c'est sur la transition écologique, c'est Homo sapiens, CO2, les liaisons dangereuses. Bon, vous voyez, et c'est organisé par le Shift Project, qui est un organisme think tank, c'est un think tank, comme on dit maintenant, n'est-ce pas, qui se donne comme objectif de penser les possibilités de la transition. Bien. Et donc le débat, alors ce sera aussi un petit caractère particulier, puisque ce sera la personne ne sera pas physiquement ici, ce sera projeté, mais on peut avoir un échange. C'est Mélenchon en fait. Oui, c'est Mélenchon. Voilà, c'est Mélenchon. La transition, vous voyez. Donc je vous invite bien sûr à venir à ces rencontres. Et si vous souhaitez être informé des activités de l'Université populaire, il vous suffit de donner votre adresse mail à la personne qui se trouve à la table qui est là, oui. Voilà. Également, vous pouvez bien sûr adhérer à l'Université populaire. Bon, c'est important pour nous d'avoir un nombre d'adhérents assez important. Ça permet au niveau pour les subventions, bien sûr, etc. Et puis ensuite, avec, bien sûr, l'argent, nous pouvons... N'oubliez pas que nous ne payons pas, évidemment, nos conférenciers, mais même quand ils sont des universitaires. Je précise que les universitaires, quand ils viennent, ne sont pas payés. Ils viennent de manière bénévole, mais bien entendu, nous remboursons tous leurs frais, ce qui est un minimum de choses, hein, ça, bien entendu. Donc, vous voyez que l'adhésion, c'est important pour nous. Et puis ensuite, je crois que... Ah oui, si, bien sûr, Sophie Bérou n'est pas là, mais son livre est en vente ici, je crois qu'il coûte 10 €. C'est un livre qui, sans doute, abordera des questions, mais d'un point de vue plus, disons, théorique, on aimerait qu'il y ait cet échange. Il y a quelques questions qui pourraient peut-être plus être élargies, etc. Vous voyez bien entendu. Mais enfin, je crois que nous n'avons pas à nous plaindre, puisque tu as été... tout à fait à la hauteur de ce que nous attendions. Et encore une fois, je tiens à te remercier.